Ce disque d'or apportera-t-il une réponse au plus grand des mystères? Sommes-nous seuls dans l'univers? Quel secret recèle cet étrange ouvrage vieux de 600 ans que personne n'arrive à lire? Le manuscrit de Voynich est une énigme. Il pourrait être la clé de mystères inconnus. Et cette pierre permet-elle d'accéder au monde surnaturel? Cet objet est enveloppé de mystères. Personne ne connaissait son fonctionnement ni son origine. Tous ces objets sont aussi curieux que remarquables. Ils sont cachés dans des musées, des laboratoires ou des réserves. Mais aujourd'hui, de nouvelles techniques permettent de les étudier de manière totalement inédite. Désormais, nous pouvons les reconstruire, les démonter, les examiner et mettre au jour leurs caractéristiques les plus extraordinaires, les plus anciennes et les plus étranges. Voici l'objet manufacturé le plus éloigné de nous dans l'univers. Un disque d'or qui attire l'œil. Il a déjà dépassé les limites de notre système solaire et se situe à plus de 20 milliards de kilomètres de la Terre. Afin de dévoiler ses secrets, nous le ramenons Bercail, virtuellement. Ceci est le disque d'or des sondes voyageurs. Son diamètre mesure tout juste 30 cm. Son revêtement extérieur est gravé de sortes de hiéroglyphes scientifiques incompréhensibles. Et l'intérieur est encore plus étrange. C'est un disque de métal recouvert d'or et de gravures, destiné à conserver des informations dans le temps. Il a tout d'un disque LP, un enregistrement longue durée, car c'est de cela qu'il s'agit. Un enregistrement de notre planète dans toute son humanité. Des images, des sons, de la musique et un message prononcé en 55 langues. Il s'agit d'une capsule temporelle. Elle contient un échantillon de l'humanité. Mais ce message n'est pas destiné aux humains. Le but de ce disque est d'expliquer ce qu'est la planète Terre en transmettant des informations aux extraterrestres. Alors, comment élaborer un message compréhensible d'espèces extraterrestres dont on ignore l'existence? Qu'y a-t-il sur ce disque? Est-ce un coup de pub? Ou les scientifiques qui l'ont envoyé croient-ils sérieusement aux extraterrestres? Le concept de la vie extraterrestre décolle véritablement au XXe siècle. En août 1924, le monde scientifique prend le sujet assez au sérieux pour tendre l'oreille à l'écoute des Martiens. Pendant 5 minutes, toutes les heures, les radios des États-Unis cessaient d'émettre. Les scientifiques tentaient de percevoir des signaux venus de la planète Mars, car elle ne serait jamais aussi proche de la Terre qu'à ce moment précis du XXe siècle. C'était le meilleur moment pour écouter d'éventuels signes de vie extraterrestre. Ils entendent le silence. Mais les scientifiques ne se découragent pas pour autant. Au début des années 60, ils cherchent officiellement la vie extraterrestre et créent le SETI, un groupe de recherche de l'intelligence extraterrestre. Pour la première fois, sa découverte est de l'ordre du possible. L'avènement de l'ère spatiale rend cette découverte tangible. Nous pouvions sortir dans l'espace, interagir avec les extraterrestres, et notre état d'esprit a changé. Les gens se sont demandé si nous étions vraiment seuls dans l'univers. En 1972, 12 hommes ont déjà marché sur la Lune. 7 sondes ont déjà été envoyées avec succès sur Vénus. Et 4 sur Mars. Mais la NASA veut explorer plus loin. Beaucoup plus loin.
Les scientifiques de la NASA ont découvert qu'un événement incroyable allait très bientôt se produire. Dans les années 70, et pour la première fois en 175 ans, une opportunité se présentait. Les planètes allaient être alignées de manière à faciliter l'envoi d'une sonde pour les explorer tout en même temps. La fenêtre est très courte, et l'occasion ne se représentera pas avant presque 2 siècles. C'est donc le moment ou jamais. 3, 2, 1... En 1977, la NASA lance 2 sondes à la pointe de la technologie. Voyageur 1 et Voyageur 2. Leur mission, explorer les planètes éloignées telles que Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune pour la première fois. Mais il s'agit d'un aller simple. Pour explorer les planètes éloignées, la sonde doit voyager excessivement rapidement, à environ 16 km par seconde. À cette vitesse, impossible de s'arrêter. Elles survolent toutes les planètes, prennent quelques clichés au passage et continuent leur route. Ce qui veut dire qu'une fois leur mission terminée, elles poursuivent leur chemin dans l'espace interstellaire. La NASA élabore un plan pour que les sondes délivrent un message à l'univers. Le disque d'or. Si dans un lointain futur, des milliers ou même des millions d'années, une civilisation extraterrestre tombe sur cet étrange objet qui flotte dans l'espace, elle pourra peut-être en décoder les informations et retrouver l'étrange espèce qu'il a envoyée dans l'espace interstellaire. C'est une bouteille à la mer, lancée à une race d'extraterrestres intergalactiques. D'après moi, le disque d'or représente le rêve, l'espoir qu'un jour, quelque chose là-haut le trouve et comprenne que nous sommes en vie, prêts à entrer en contact. Si la NASA souhaite véritablement rentrer en contact avec des espèces extraterrestres supérieures, pourquoi envoyer un objet aussi dépassé que le disque? Cette décision revient à l'homme choisi par la NASA pour élaborer le message. Carl Sagan. Carl Sagan était parmi les vulgarisateurs scientifiques les plus connus du XXe siècle. Au fond de lui, c'était un astronome, mais il était avant tout l'un des premiers exobiologistes. Il s'intéressait particulièrement à ce à quoi les extraterrestres pouvaient ressembler. Le matériau choisi par Sagan pour porter le message à travers les étoiles doit se conserver des milliers d'années, dans un milieu extrêmement défavorable. Au-delà de l'atmosphère terrestre, l'environnement est vraiment hostile. Les rayons du soleil vous réduisent à néant. Les températures sont extrêmes. C'est un environnement très dangereux. Il est difficile de savoir quel objet pourra conserver des informations une fois lancé. Sagan rejette les bandes magnétiques utilisées dans les ordinateurs des années 70. Les bandes se désintégreraient dans l'espace. Au lieu de cela, il opte pour le bon vieux vinyle. Utiliser un disque pour envoyer des informations a quelque chose d'étrange, car il s'agit déjà d'une technique obsolète dans les années 70. Mais c'était bien joué. C'est un objet physique. On stocke les informations dans les rainures gravées dans la matière et ça peut résister à un afflux de particules de haute énergie. D'après les scientifiques, toute espèce capable de construire un engin volant peut lire un disque. Mais pour la forme, ils ajoutent une aiguille de lecture sous la couverture. Le vinyle, cependant, n'est pas un matériau résistant à l'espace. Il doit donc subir des améliorations. Ils ont décidé de le fabriquer avec du métal, du cuivre gravé. Pour assurer sa longévité, ils ont ensuite recouvert le cuivre d'un plaquage en or. Un métal inerte qui ne se corrode pas et se dégrade difficilement. Sagan doit relever un nouveau défi. Que mettre sur ce disque intergalactique? Comment décrire l'humanité et son environnement dans un disque LP de 30 cm de diamètre?
C'est un immense défi. Vous n'avez qu'un seul disque sur lequel il faut résumer la quintessence de la civilisation humaine sous toutes ses formes. Qu'est-ce que vous mettez dessus? La NASA donne 8 mois à Sagan pour terminer et livrer le projet. Il fait appel à une équipe de scientifiques, de musicologues et d'artistes. Parmi eux, un pionnier du SETI, Frank Drake, et Anne Druyan, auteur et future femme de Sagan. Le premier message délivré par le disque est « Bonjour de la part de la Terre entière ». Le début du disque comporte un message de bienvenue du secrétaire général des Nations Unies et des formules de salutation dans 55 langues différentes. Le plus surprenant, c'est que 2 de ces salutations sont en sumérien et en grec ancien, 2 langues qui n'ont pas été parlées depuis un certain temps. Après ces salutations, les extraterrestres pourront se relaxer en écoutant 90 minutes de titres musicaux éclectiques comprenant les plus grands tubes de toute la planète. L'opéra de Mozart, La Flûte enchantée, une chanson folk de l'État de Géorgie, Jean-Sébastien Bach, évidemment. Des chants d'Indiens Navarro. Les concertos brandebourgeois. du gamelan d'Indonésie, Une chanson japonaise sur les grues. et bien entendu Johnny B. Good de Chuck Berry. Sagan fait figure de pionnier. Il a compilé une collection de musique du monde avant même l'invention du concept. viennent ensuite les sons terrestres. Une suite vibrante de sons de vent, de tonnerre, de volcans en éruption, des bruits d'animaux, du morse, un train, un tracteur, une fusée et un baiser. Sagan veut offrir une véritable expérience multimédia à nos amis extraterrestres et ajoute un album photo. Par un heureux concours de circonstances, la technique permettant d'enregistrer des images sur un disque vinyle venait d'être mise au point. Et il n'y a de place que pour 115 images. Étonnamment, Sagan gâche le premier emplacement en ajoutant l'image d'un cercle. L'idée, c'était que le cercle est une structure universelle. Il y a des cercles partout dans l'univers. Et toute civilisation extraterrestre assez évoluée pour commencer à décoder ce message verra vite qu'il s'agit d'un cercle. Les extraterrestres peuvent donc s'en servir pour comprendre que les images ont la bonne forme. Cela laisse 114 images à leur montrer. Quand on regarde une photo, on appréhende très bien ce qu'on y voit. Mais un extraterrestre qui regarde l'image d'un couple se tenant par la main, va-t-il y voir deux organismes séparés ou bien une seule créature gigantesque? Les images couvrent des sujets comme la biologie, les animaux, les plantes, notre planète, notre comportement, notre civilisation et ses accomplissements. Le tout en 115 images. Le dernier élément contenu sur le disque est un enregistrement d'1 heure d'ondes cérébrales humaines, au cas où les extraterrestres liraient nos pensées. Le disque d'or des sondes Voyager est une réponse plutôt bonne à une grande question. Comment encapsuler les achèvements, l'histoire entière d'une espèce, la vie sur une planète au sein d'un système solaire sur les deux côtés d'un disque longue durée? Le contenu, c'est le plus facile. Là où ça se complique, c'est pour les instructions. Elles seront gravées sur la couverture du disque. Comment alors élaborer des instructions intelligibles pour les extraterrestres? L'équipe part du principe que quiconque trouvera le disque saura voyager dans l'espace. Mais il leur sera impossible de parler ou de lire notre langue, et leurs échelles de mesure du temps et de l'espace seront pour le moins exotiques. Quelle unité de mesure peut-on considérer comme étant universelle? Frank Drake offre une réponse brillante à cette question. Quand on écoute l'univers avec la bonne radio, sur la bonne fréquence, on entend un signal qui se propage dans tout l'univers, car il est fait de l'élément qu'on y retrouve le plus, l'hydrogène. Ce signal est appelé la transition hyperfine de l'hydrogène.
Drake a eu une excellente idée en utilisant l'hydrogène. Tout être doté d'intelligence connaît cette fréquence. Sa longueur d'onde mesure carrément 21 cm et dure 0,7 nanosecondes. Ces valeurs sont les mêmes partout dans l'univers. La fréquence de l'oscillation nous donne une échelle de temps universelle. Et sa longueur d'onde nous donne une échelle de distance universelle. Pour l'expliquer aux extraterrestres, Sagan grave le schéma de la période de transition hyperfine de 2 atomes d'hydrogène sur la couverture du disque. Mettons que vous êtes un extraterrestre et que vous trouvez ce disque. Vous pouvez utiliser la longueur d'onde de la transition hyperfine de l'hydrogène pour définir la taille d'un humain ou celle du système solaire, mais aussi pour expliquer le temps. Combien de temps il faut à un bébé humain pour naître ou la vitesse à laquelle jouer ce disque. Le problème suivant concerne les nombres. Comment compte un extraterrestre? On fonctionne sur une base de 10, avec des chiffres de 0 à 9, ce qui donne 10 chiffres au total. Ça facilite l'écriture des grands nombres dans un petit espace, mais c'est totalement arbitraire. Sagan ne s'imagine pas que les extraterrestres comptent de 10 en 10, mais il existe un système que tout être doté d'intelligence reconnaîtra. Les informations numériques encodées sur le disque d'or le sont au format binaire, avec des 1 et des 0. C'est dû au fait que le langage binaire est le système numérique le plus basique qui soit. S'ils sont assez évolués pour s'aventurer dans l'espace, ils devraient être capables de comprendre nos mathématiques. En zoomant, une représentation du disque est visible sur la couverture. Tout autour, gravé en binaire, c'est la vitesse de rotation recommandée, soit 16 tours et 2 tiers par minute. Un diagramme des étoiles voisines et de leur distance, gravé au format binaire, donne une indication de la position de la Terre. Reste un dernier détail, profondément humain, ajouté à la dernière minute. En passant le disque au peigne fin, on aperçoit une inscription gravée par ceux qui l'ont découpé. À ceux qui créent la musique, partout, de tout temps. Et voilà le travail. Un instantané de la vie sur Terre, avec ses instructions de lecture. Le tout sur un disque LP. Alors, qu'est-il advenu de ces messagers interstellaires? Les sondes voyageurs ont révolutionné notre compréhension des corps célestes. En parcourant l'espace, elles ont envoyé des photos des gros plans de Jupiter. Avec un télescope, on distingue à peine la grande tache rouge. Mais à présent, on voit ce phénomène météorologique tourbillonner sur cette immense planète. Les sondes ont survolé Saturne et on a pu voir des gros plans de ses anneaux. Ça a vraiment bouleversé nos connaissances. Neptune et Uranus n'étaient que 2 points lumineux et on a découvert de magnifiques corps célestes de couleur aigue marine. Encore plus incroyable. 40 ans après leur lancement, les 2 sondes voyageurs fonctionnent toujours. Elles ont quitté le système solaire, transportant avec elles les disques d'or dans l'univers. Il leur faudra attendre 40 000 ans pour approcher à nouveau une étoile. Le disque d'or est un message beau et plein d'espoir, porté par une planète fantastique et généreuse. C'est tout un mélange de cultures, de langues et d'émotions qui ont contribué à la création de ces disques. La question, c'est de savoir si quelqu'un ou quelque chose finira par les trouver. À l'université de Yale, une vitrine fermée à clé renferme un étrange ouvrage médiéval qui laisse les historiens perplexes depuis des centaines d'années. Il n'en existe qu'une seule copie. On ignore tout de son auteur, et même de son sujet. C'est un vrai mystère. Voici le manuscrit de Voynich. Il mesure environ 22 cm sur 16 et ses pages sont en vélin. Il fait 240 pages. Certaines sont illustrées à l'encre. Son contenu est incompréhensible. On dirait vraiment une langue. Est-ce bien le cas?
Les lettres n'ont aucun sens. Pourquoi écrire un livre avec autant de détails et en rendre le contenu illisible? Le texte est une énigme, et les dessins ne nous avancent pas plus. Il est rempli de symboles ésotériques, d'étranges illustrations de femmes nues se baignant, de plantes et de châteaux. De récents travaux de recherche auraient relevé des indices dans les dessins levant le voile sur ce mystère. Le manuscrit de Voynich demeure malgré tout énigmatique. D'où vient-il? De quand date-t-il? Et quel message porte-t-il? Ce pourrait être la clé de mystères inconnus. Un rapide coup d'œil à cet étrange livre ouvre la voie à une hypothèse indéniable. Si on prend en compte à la fois l'alphabet indéchiffrable et les dessins bizarres, il est possible que ce soit un canular relativement contemporain. Le manuscrit de Voynich est accusé d'être un faux depuis des décennies. Il aurait été créé spécifiquement pour le marché du livre ancien, très lucratif. Et si c'est le cas, le suspect numéro 1 n'est autre que l'homme qui l'a découvert en 1912. Wilfried Voynich. Voynich a passé sa vie à chercher des livres anciens et des manuscrits oubliés. Si vous cherchez une personne dotée du bagage intellectuel nécessaire pour fabriquer un tel faux, alors c'est votre homme. Mais il est aussi fort possible que Voynich ait été victime d'une arnaque élaborée par ceux qui lui ont vendu le manuscrit. Le manuscrit a été acheté dans un monastère en manque de fonds. Il a peut-être été fabriqué de toutes pièces pour en tirer une certaine somme. Pour percer son secret, les experts se sont donc tournés vers la science. En 2009, des scientifiques de l'Université d'Arizona ont utilisé la technique de datation par le carbone pour situer le manuscrit entre 1404 et 1438. Le vélin des pages date donc de la bonne époque. Cela ne signifie pas pour autant qu'il a été rédigé au Moyen-Âge. L'utilisation de vélin anciens et le recyclage de pages de vieux manuscrits sont des techniques couramment utilisées par les faussaires. Pour le vérifier, les scientifiques ont analysé l'encre à la recherche de substances chimiques synthétiques et contemporaines. L'encre utilisée correspond aux encres présentes sur d'autres manuscrits médiévaux, fabriqués à partir d'hématite, de fer, des substances simples et naturelles, contrairement aux hydrocarbures complexes utilisés pour les pigments des encres modernes. L'association de ces matériaux datés suffit à convaincre les experts. Si l'on prend en compte les datations du vélin et de l'encre, on se trouve devant un ouvrage très ancien. Si c'est un faux, ce n'est pas un faux de notre époque. Il pourrait donc être authentique. Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela nous apprend? Les cryptographes et les linguistes tentent de déchiffrer ce formidable manuscrit depuis des décennies. En se penchant sur l'alphabet, on trouve plus de 20 lettres, entre 22 et 25. Des symboles pourraient être des voyelles, d'autres des nombres, mais à part ça, personne ne comprend en quoi consiste cet alphabet. Ce qui laisse à penser qu'il ne s'agit pas d'une écriture classique, mais peut-être d'un code. Le manuscrit aurait pu être écrit avec un chiffrement de substitution. Un code qui consiste à remplacer une lettre de l'alphabet ou un symbole par un autre. A devient B, B devient C, et ainsi de suite. Le résultat paraît très compliqué à lire au premier abord. Mais les chiffrements de substitution sont facilement repérés par les mathématiciens. À l'examen du texte, on voit quelles lettres apparaissent le plus fréquemment. En anglais écrit, la lettre la plus utilisée est le E. Si on constate que le Z apparaît en majorité dans le texte, on en conclut que le Z correspond à la lettre E. On procède ainsi lettre par lettre jusqu'au moins employé afin de déterminer les mots. Les experts ont appliqué cette technique sur le manuscrit. Quand on l'essaie sur le manuscrit de Voynich, ça ne donne rien. Même en le comparant à des tas d'autres langues différentes, la technique ne fonctionne pas. De nombreux codes bien plus sophistiqués, allant du chiffrement polyalphabétique au chiffrement par transposition, ont été testés par les meilleurs cryptographes, dont Alan Turing, qui a contribué à déchiffrer le code des nazis Enigma.
Mais le manuscrit de Voynich n'a jamais été déchiffré. Certains experts pensent qu'il n'est pas caractéristique des codes complexes. On devrait voir un texte aléatoire, une suite sans queue ni tête de lettres, de nombres et de symboles. Mais ce n'est pas le cas du manuscrit de Voynich. S'il n'est pas codé, le manuscrit est peut-être tout simplement écrit dans une langue inconnue. Pour répondre à cette question, les experts examinent la disposition des lettres. Les langues naturelles n'ont rien de hasardeux. Elles obéissent à des schémas naturels construits sur un très grand laps de temps. Par exemple, la fréquence de chaque lettre. Certaines lettres sont plus courantes que d'autres. On s'intéresse à la fréquence des mots. Par exemple, l'article « le » est plus fréquent que le xylophone. Il y a aussi les schémas grammaticaux, la structure des phrases, la ponctuation. En 2013, des mathématiciens et ingénieurs en informatique de l'université de Sao Paulo au Brésil ont examiné le texte du manuscrit pour voir s'il contenait des schémas semblables à ceux des langues connues. Les scientifiques ont essayé de comparer objectivement la longueur des mots et le nombre de lettres avec les schémas de l'anglais et du portugais. Les groupes de mots ont été étudiés aussi pour savoir s'il y avait une cohérence. Et de manière générale, ça fonctionne. Ce n'est pas parfaitement cohérent, mais c'est proche de ce à quoi on peut s'attendre. Ce qui est étrange, c'est que même si on ignore la signification des symboles, ils respectent des schémas définis. Ce n'est pas du charabia. On dirait vraiment une langue. Le contenu du manuscrit s'apparente à une véritable langue. Mais l'identifier en tant que tel ne revient pas à le traduire. On identifie un mot par deux biais, l'écrit et l'oral. Mais comme ici, on ignore le sens des lettres, on avance en terre inconnue, car on ne reconnaît pas les mots, et on ne les a jamais entendus non plus. Ces nids d'analyse cryptographique et linguistique ne sont pas venus à bout du code. Restent donc ces illustrations. Sont-elles la clé des secrets du manuscrit? Les images qui illustrent ce texte sont parmi les plus étranges que j'ai jamais vues. Le manuscrit contient une myriade d'illustrations aussi colorées que déconcertantes. On se croirait à Poudlard. Il est question de botanique, avec tous ces dessins de plantes. Il y a des images de femmes nues se baignant et des représentations très détaillées d'un château. D'après les dernières études en date, ces dessins seraient la clé du mystère qui entoure le manuscrit. En 2013, ces étranges illustrations attirent l'œil de deux chercheurs américains. Ils pensent avoir déjà vu certaines des plantes. Deux botanistes américains ont regardé les images et ont décelé des ressemblances avec des plantes endémiques d'Amérique centrale. Ils ont identifié presque 60 plantes qui ressembleraient fortement à des genres spécifiques de plantes du Mexique. Agave, Dioscorea, Silène, Eryngium, Viola et beaucoup d'autres. À première vue, c'est convaincant. Identifier le manuscrit et se rapprocher de chercheurs d'Amérique centrale, c'est une idée intéressante. C'est créatif et innovant. Les botanistes ont également remarqué des similarités entre le manuscrit de Voynich et un ancien manuscrit de botanique connu venant d'Amérique centrale, appelé le Codex Cruz-Badanius. Ces nouvelles études ont-elles percé les secrets du manuscrit? Est-il originaire d'Amérique centrale? Est-ce un livre de botanique mexicain? Les peuples autochtones possèdent bien des témoignages écrits et une connaissance poussée de la nature qui les entoure. Mais cette théorie ne tient pas la route. La temporalité ne correspond pas.
Le vélin du manuscrit est daté entre 1404 et 1438. Le problème, et il n'est pas des moindres, c'est qu'il faudra attendre 50 ans pour que les Européens découvrent le Nouveau Monde. Et le Codex Cruz-Badanius, auquel on le compare, a 100 ans de moins que le manuscrit. Se peut-il qu'on ait fabriqué ce vélin de qualité avant de le laisser de côté pendant 100 ans? Ce n'est pas totalement impossible, mais c'est très peu probable. Par ailleurs, certaines illustrations font penser que le manuscrit ne vient pas de si loin que ça. Un dessin élaboré d'un château illustre une architecture qu'on identifie comme l'architecture gibelline, avec des tourelles et des créneaux bien particuliers, originaires du centre-nord de l'Italie, près de la frontière nord. S'agit-il d'un livre sur le Mexique, d'un texte inconnu sur l'Europe, ou bien de toute autre chose? Personne ne le sait. Mais il reste un dernier indice qui pourrait percer le secret de son origine. Une lettre de 1639 qui mentionne le manuscrit. D'après la lettre, le livre a été la propriété d'un alchimiste de Prague, appelé Georges Barèche. Pratiquement personne n'a entendu parler de Barèche, mais un deuxième indice relie le manuscrit à Prague. Il n'est visible que sous les rayons ultraviolets. L'autre détail, plutôt excitant, c'est la signature, figurant sur la page de titre de l'ouvrage, d'un certain Tapenès, herboriste à la cour de Rodolphe II. Rodolphe II, le saint empereur romain, un des personnages les plus hauts en couleur de la Renaissance en Europe. Rodolphe II aurait très bien pu faire l'acquisition d'un tel manuscrit. Il en avait les moyens, et il s'y intéressait sans pour autant avoir besoin de le déchiffrer. Il lui fallait juste s'entourer d'assez de gens pour lui dire combien le livre était fascinant et important. Prague et Rodolphe II peuvent-ils expliquer l'origine du manuscrit? Si vous cherchez à faire des profits en vendant un ouvrage aux textes intraduisibles et aux illustrations mystérieuses impliquant divers continents et cultures, alors la cour de Rodolphe II est le bon endroit pour ça. Que cache cet étrange ouvrage? Il y a malheureusement autant de théories que d'experts s'étant penchés dessus. J'ai moi-même vu beaucoup de dessins et de textes très longs créés par des gens souffrant de psychose. Les gens atteints de psychose conçoivent leur propre réalité, déconnectée du monde extérieur. Notre hypothèse de départ est peut-être fausse. Ce langage est incompréhensible et indéchiffrable, et il n'aura jamais de sens que pour une seule personne. L'ouvrage serait donc l'expression d'une psychose, ou bien simplement un faux ancien? Le manuscrit n'a pas été créé pour être compris, mais pour déconcerter, tromper, fasciner, et peut-être aussi pour soutirer une belle somme à Rodolphe II. Peut-être que le véritable secret du manuscrit de Voynich n'est autre que sa capacité à rester indéchiffrable. J'aime l'idée qu'il reste mystérieux et qu'il engendre des discussions parce qu'on ne comprend pas ce qu'il raconte. En 1966, le British Museum de Londres fait l'acquisition d'un étrange objet. On dirait un simple disque noir. Mais c'est bien plus que cela. Il s'agit d'un outil surnaturel et macabre, dont l'origine déconcerte les experts depuis des siècles. Cet objet est enveloppé de mystère. Personne ne connaissait son fonctionnement ni son origine. À présent, grâce aux techniques d'imagerie récentes,
nous pouvons percer à jour le miroir d'obsidienne. Il mesure environ 18 cm de diamètre pour 1,5 cm d'épaisseur. Il est fait d'un seul bloc d'obsidienne, une roche née au cœur des volcans. On dirait un miroir à l'état naturel, comme une glace mais dont l'éclat est noir. Mais ce miroir exploite ses propriétés naturelles à l'extrême. Il a été très travaillé et poli pour arriver à cette forme, et il brille autant qu'un miroir. Pourtant, ce miroir n'est pas destiné au monde des humains. Son objet est bien plus sinistre que cela. De nouvelles études nous révèlent enfin les incroyables origines du miroir d'obsidienne. D'où vient-il? Qui l'a façonné? Et dans quel but? Quand le British Museum a fait l'acquisition de cet objet, sa fiche le décrivait comme une pierre que le professeur Dee utilisait pour invoquer les esprits. Il n'y a qu'un professeur Dee célèbre. John Dee. Un sombre et mystérieux personnage issu de l'Angleterre des Tudors il y a 500 ans. Qui était donc le professeur Dee? Il était plutôt insaisissable. Était-ce un magicien? Un scientifique? Un philosophe? Ou encore un astrologue? Il évoluait à la frontière de ce qu'on considère aujourd'hui comme la science et la magie. Dee était réputé pour être un homme de savoir, et s'est vu conférer le titre d'astrologue et conseiller personnel de la reine Élisabeth Ier. Elle lui rendait parfois visite chez lui. Elle le consultait à propos de l'avenir, de la nature de l'univers, de la manière de régir le pays. Cet homme était au cœur de la politique de la nation. Il avait de l'influence. Ce miroir volcanique ne fait pas partie de la vie culturelle de la cour élisabéthaine. Dee pense l'utiliser pour parler aux défunts. Il se trouve que l'homme est un alchimiste. On s'imagine que les alchimistes essayaient de changer le plomb en or. Mais ils étaient bien plus intéressés par la pierre philosophale. Elle était censée prolonger la vie et apporter une réponse à nos questions existentielles. Il était convaincu que les anges pouvaient l'aider à trouver la pierre philosophale. Le miroir d'obsidienne est au centre de son obsession pour le monde occulte. Une note attachée au miroir prétend que Dee l'utilisait pour invoquer les esprits. Il est connu pour ses tentatives de contact avec les esprits, afin d'en apprendre davantage et communiquer avec l'autre monde. Le miroir d'obsidienne est la passerelle surnaturelle de Dee vers l'autre monde. Pour communiquer avec les anges, il a commencé par utiliser une pierre de divination. Et ce pourrait bien être la pierre en question. John Dee aurait ainsi utilisé la pierre pour faire venir les esprits. Ce n'est pas une surprise, car le lien entre les miroirs et le monde des esprits est très ancien. Le principe de regarder à travers un miroir pour y percevoir davantage n'est pas récent. Les gens font ça depuis très longtemps. Plus de 1500 ans avant John Dee, les Celtes des îles britanniques utilisaient déjà des miroirs de bronze et des flaques d'eau pour entrer en contact avec les dieux et les esprits. Cette pratique antique et mystique, employée par les Britanniques pour relier les esprits et les miroirs, explique-t-elle la présence de l'étrange pierre d'obsidienne dans l'Angleterre des Tudors? Malheureusement, cette théorie comporte une faille. Il n'y a pas d'obsidienne au Royaume-Uni. On a bien de la roche volcanique ancienne qui présente des aspects vitreux, mais il n'y a pas de matière à en faire un aussi bel objet que ce miroir. Il vient donc d'ailleurs.
Dans ce cas, d'où vient-il? Et qui l'a façonné? Le créateur de ce miroir aux esprits y a mis tout son talent. Il est fait en obsidienne, d'un seul tenant, ce qui n'est pas courant. Souvent, les blocs sont faits de plusieurs morceaux. Il est très difficile de trouver à l'état naturel de quoi façonner un si beau miroir. Obtenir cet effet de miroir à partir d'une matière aussi dure que l'obsidienne a dû nécessiter des semaines de meulage et de polissage à la main. Ça devait être un travail très spécial pour ceux qui l'ont fabriqué. L'origine du miroir demeure un mystère pendant des centaines d'années. Mais en 2019, l'Université de Manchester, au Royaume-Uni, analyse l'empreinte chimique du miroir à l'aide d'une technique de pointe. Spectrométrie de fluorescence des rayons X. Les roches magmatiques ont une empreinte chimique qui dépend de leur origine. Donc, et si on analyse la roche du miroir et qu'on retrace de quel volcan ou de quelle région elle provient, bingo, on trouve son origine. Les résultats sont époustouflants. Ils ont étudié la composition de l'obsidienne et déterminé qu'elle vient de la Sierra de las Navajas, au Mexique. Ils y ont trouvé d'anciennes carrières exploitées il y a plus de 3000 ans. Et l'obsidienne qui en était extraite provenait de volcans vieux de plus de 2 millions d'années. C'est là qu'est né ce beau miroir. Cela ne nous dit pas quand il a été façonné. On peut dater la roche qui a servi à faire le miroir, mais on ne peut pas savoir exactement quand elle a été façonnée par l'homme. Le miroir pouvait avoir plusieurs centaines d'années quand le professeur Dee a mis la main dessus. C'est difficile à savoir. La chimie ne répondra pas à cette question, mais l'archéologie, si. L'époque où l'on extrayait l'obsidienne des carrières, il y a plus de 700 ans, correspond au règne des Aztèques. Le miroir s'intègre parfaitement à cette théorie. Les Aztèques étaient en effet connus pour utiliser des miroirs en obsidienne dans leur culte religieux. Un de leurs dieux, du nom de Tezcatlipoca, signifie littéralement « miroir fumant ». Il est parfois représenté tenant un miroir en obsidienne. Plus étonnant encore, les chefs aztèques possèdent un miroir appelé Tezcatl, utilisé pour se rendre dans le monde des morts et parler aux défunts. Une étrange coïncidence, sachant que John Dee emploie le miroir dans le même but. Les conquistadors espagnols ont probablement apporté le miroir en Europe avec d'autres trésors de guerre, après avoir envahi le Mexique des Aztèques en 1519, et John Dee aurait mis la main dessus. On ignore comment le professeur Dee se l'est procuré. Cela restera un mystère, à l'image de cet homme énigmatique. Cet étrange objet aussi noir que l'encre relie deux cultures différentes et séparé de milliers de kilomètres d'océan, en lien avec la frontière surnaturelle qui nous sépare du monde des esprits. Qui sait? John Dee et les anciens chefs aztèques se tiennent peut-être de l'autre côté du miroir et nous observent.